Nous avons vu comment Descartes inaugure sa pensée, si l'on veut, avec son discours de la méthode. La méthode ouvre un chemin. Le mot méthode, d'ailleurs, vient du grec méta, vers, voire au-delà, et odos, qui signifie chemin. Donc la méthode ouvre un chemin qui doit conduire au-delà. Un chemin de pensée. Un chemin de pensée à la lumière de cette science certaine que sont les mathématiques. Un chemin suppose un point de départ et un point d'arrivée. Quel est le point de départ de ce chemin? Ce ne peut être la pensée qui en est le terme. Ce sera donc le doute. Le doute fait le vide autour de lui. Il impose le silence et pousse au désert, au-delà de la pensée. Cet au-delà de la pensée évoque cet autre au-delà de la pensée des néoplatoniciens. Vous vous en souvenez? C'est quoi l'au-delà de la pensée pour les néoplatoniciens? C'est l'un qui est l'indétermination, qui est le désert de l'être. Donc, conformément au caractère a priori des mathématiques, Descartes rejette la fiabilité des sens. Il a répertorié pour cela toute une série de raisons. Notons qu'à ce niveau, le doute résulte d'un acte volontaire, non d'une exigence de l'intelligence. Nous y reviendrons. Il y a un doute naturel visant, comme dit Descartes, ce qui va et vient, c'est-à-dire tout ce qui est donné par les sens. Et il est aisé d'en douter, car les sens nous trompent, souvent. Je croyais, dit-il dans les méditations métaphysiques, je croyais que les idées que j'avais des choses étaient vraies. Mais ma croyance, la fiducia, a été trompée par mes sens. Et on voit ici déjà que cette croyance, c'est une sorte de laïcisation de la foi. Il s'agit d'une croyance et non pas d'une foi. En outre, les hommes ne sont pas toujours d'accord sur ce qui se présente à leurs yeux, comme cette tour ronde qui paraît carrée, exemple que donne Descartes, ou le soleil réduit à une petite boule de feu dans le ciel, alors qu'il est plus gros que la terre. Mais est-ce que je peux douter de tout? C'est la demande Descartes. Est-ce que je peux, par exemple, douter de la position de mon corps, alors que je suis assis dans mon fauteuil en train de lire un livre de science-fiction? Bon, il ne parlait pas de science-fiction. Oui, dit Descartes, car rien ne me prouve que je ne sois pas en train de rêver en croyant que je suis en état de veille. Le doute ici s'amplifie. Il va devenir méthodique, de naturel qu'il était. Mais je peux encore aller plus loin dans le doute et me demander si je peux douter des entités mathématiques elles-mêmes, tel un triangle, par exemple, dont je sais que les trois côtés sont égaux à deux droits. Je peux en douter parce que aucun objet géométrique n'existe dans la réalité, comme on l'a dit. Alors encore plus loin, dans le doute, Descartes imagine un Dieu trompeur, un malin génie, qui pourrait me faire croire que les rayons d'un cercle sont égaux, alors qu'ils ne le seraient pas. En réalité, et ceci déjà anticipe l'idée que Dieu aurait pu choisir de faire autre chose que ce qui a été fait. Dieu aurait pu choisir que ce qui est non contradictoire ne le soit pas. On reviendra sur cette idée. Le doute atteint ici son paroxysme. De naturel et méthodique qu'il était, il est devenu hyperbolique.
le doute est maintenant justifié, apparemment, je ne peux plus en sortir. Mais je ne vais pas tarder à expérimenter que quelque chose résiste au doute, à savoir le doute lui-même. En doutant, en effet, je suis conscient que je doute. J'ai alors l'intuition immédiate et claire que je ne suis pas rien. Je cite, « Tandis que je doute, je sais que j'existe. Car s'il y a un doute, c'est qu'il y a nécessairement quelqu'un qui est là pour douter, pour penser qu'il doute. Cogito, je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. » Le cogito est donc ce qui surgit de ce néant universel que le doute a créé. Donc le point d'arrivée du chemin est l'avènement du cogito, du nous ou de l'intellectus. La pensée se révèle à elle-même comme le surgissement de tout ce qui est. Le cogito surgit, notons-le bien, en tant que sum. La pensée ici coïncide avec l'être, avec son être de pensée, si on veut. Rien ne la précède. Ou faudrait-il mieux dire, le rien la précède, en tant qu'au-delà de l'intellect, de la pensée, de l'être. Ainsi, le cogito ergo sum sort du silence et du non-être de l'indétermination pure et nue. Il est comparable à ce coup d'audace dont parle Plotin, par lequel le nous, l'esprit, l'intellect, la pensée, Descartes, advient hors de l'un. Deux auteurs, entre autres, bien antérieurs à Descartes, témoignent de ce cheminement vers la pensée ou l'intellect, vers le nous ou l'intellectus. Ce sont Avicenne et Duns Scott, qui, en grande part, est le disciple d'Avicenne. Pour le premier, dans le sillage de Plotin, l'intellect surgit en dehors de l'un qui demeure au-delà de l'intellect. L'un ne se pense pas, il ne s'intellige pas. Nous l'avons vu, nous sommes revenus souvent, l'un ne peut pas s'intelliger, sinon il cesserait d'être un. Ça, il faut bien retenir cet axiome. L'intellect advient soi et se révèle à lui-même en dehors de l'un, et entièrement tourné vers l'un qui demeure inintelligible en soi. L'intellect est donc pure intentionnalité, en ce sens, en tant qu'il est tourné vers. Le philosophe persan, c'est-à-dire Avicenne, Ibn Sina, a été conduit à opérer une distinction entre l'esse in intellectu, c'est-à-dire l'être dans l'intellect, et l'esse in re, c'est-à-dire l'être dans la chose. Donc, on peut appréhender ce qui est en tant qu'il est pensé, conçu, intelligé, et ce qui est en tant qu'il est donné dans la réalité. Duns Scott, héritier d'Avicenne, reprendra cette doctrine et développera une conception de l'esse in intellectu comme esse objectivum, de l'être conçu comme objet de la pensée. Et Descartes héritera de cette doctrine, en grande partie à travers l'enseignement qu'il a reçu des jésuites à la Flèche, dont l'enseignement dépendait en grande partie de Suarez, qui lui-même était un disciple de Duns Scott. Il faut bien souligner tout cela. L'expression cogito ergo sum ne doit pas être, malgré les apparences, confondue avec un syllogisme incomplet auquel manquerait la majeure. Par exemple, tous ceux qui pensent existent, or je pense, donc j'existe, ou je suis. Descartes ne parle pas de raisonnement, mais d'une intuition. Et le donc, ergo,
va d'ailleurs disparaître dans la deuxième méditation métaphysique qui insiste sur le « je suis, j'existe ». Ego sum, ego existo. En vérité, cette affirmation relèverait plutôt de ce qu'on appelle en rhétorique un anti-mème, qui se caractérise justement par la suppression de la majeure. Bon, je vous rappelle que la rhétorique, c'est l'art de persuader par le discours. Et que justement, cette persuasion ne passe pas nécessairement par le raisonnement. Le malin génie que Descartes a imaginé pour consolider son doute est en quelque sorte le masque de cette vie fictive prêtée à un au-delà de l'être et de l'intellect. Ce Dieu trompeur nous trompe en nous faisant croire que ce qui n'est pas est. Mais est-il à mon pouvoir, se demande Descartes, de me persuader que je ne suis point? S'il me trompe, c'est que je suis. Donc, citation, qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose. De sorte qu'après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin, il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe, ego sum, ego existo » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Fin de citation. Il est significatif ici que l'expression « cogito ergo sum » formulée dans le discours de la méthode devienne « je suis, j'existe » dans la deuxième méditation métaphysique. Descartes insiste, je cite, « peut-être qu'il se pourrait faire, si je cessais totalement de penser, que je cesserais en même temps tout à fait d'être ». Ces deux expressions signifient l'unité de l'acte de penser et l'acte d'être. Acte d'être, acte de penser se confondent à vrai dire dans un même acte. C'est la raison pour laquelle il est saisi de manière intuitive et non discursive. Lorsque quelqu'un dit « je suis, j'existe », il ne conclut pas son existence de sa pensée. Il la voit par une simple inspection de l'esprit, dit Descartes. Être et penser sont donc la même chose, sont un même acte. Et ici, il faudrait se souvenir de cette identification du no-ein et du einai de Parménide. Mais il faudra voir ce qui distingue cette identification du penser et de l'être chez Descartes et du penser et de l'être chez Parménide. Nous y reviendrons. Aristote avait identifié l'intellect qui s'intellige, noesis noéséos, au premier principe, comme acte pur de pensée, justement, acte pur d'intelliger. Ouais. Plotin y vit une contradiction avec l'essence indivisible de l'un, puisque l'un ne peut se diviser en ce qui intellige et ce qui est intelligé. Car il est l'indivisibilité en soi parfaite et demeure par conséquent au-delà du nous, au-delà de l'intellect, au-delà de la pensée. Avicenne, qui hérite indirectement de Plotin à travers la théologie d'Aristote, qui à vrai dire n'était pas un texte d'Aristote, mais une compilation d'extraits des Énéades de Plotin, Avicenne a vu dans l'intellect le hakel, en arabe, surgissant hors de là, le premier d'une série d'intellects. Le premier intellect s'intelligeant au moyen d'un autre intellect, qui s'intellige à son tour au moyen d'un autre intellect, jusqu'au 10e intellect, qui est l'intellect agent, d'où sort
comme par faiblesse le monde matériel. Et cette doctrine se retrouvera sous une forme propre chez Maître Eckhart, qui identifie Dieu, Deus, à l'intellect et situe la déité, la deitas, au-delà de Dieu en tant qu'intellect. Donc ici, c'est une observation importante sur laquelle je reviendrai et que nous avons déjà évoquée ailleurs. L'aristotélisme néoplatonisant d'Avicenne sera dépassé par la métaphysique de l'être, de l'essai, de saint Thomas d'Aquin, dont la pensée renferme anticipativement la réfutation de toute forme de nihilisme. Vous voyez qu'en effet, après Avicenne, qui avait distingué l'essai in re, l'être tel qu'il est dans la chose, et l'essai in intellectu, l'être tel qu'il est dans l'intellect, a donné lieu à une double orientation, si vous voulez, celle de Duns Scotus, qui va développer une philosophie de la connaissance, étudiant l'essai in intellectu, l'être tel qu'il est donné dans l'intellect, et d'autre part, donc, une philosophie de l'être qui est celle de saint Thomas, qui va s'interroger, lui, sur l'essai in re, en tant qu'il est, dans la foulée d'Aristote, alors. Pour l'Aquinate, le point de départ de la pensée, en effet, n'est pas précédé par un au-delà de la pensée, c'est-à-dire, comme chez Plotin, par l'un, qui est au-delà de l'intellect, de l'être, de l'homme sans l'être. D'où surgit le nous, l'intellectus, la pensée, comme l'être pensant, la res cogitans de Descartes sort du néant de pensée par la magie du doute cartésien. L'essai, selon l'Aquinate, est toujours déjà là, et tout ce qui n'est pas lui est posé par lui hors du néant en vertu d'un acte créateur, qui est l'acte d'un être, évidemment, qui lui-même ne s'est pas donné l'être. Dans cette perspective, l'acte d'être a la primauté sur l'acte d'intelliger, et non l'inverse. Ils s'unissent sans se confondre, car ils s'unissent constitutivement. C'est formellement, comme on dit, que l'acte d'être prime sur l'acte d'intelliger. C'est parce qu'il est que l'homme intellige. Ce n'est pas parce qu'il intellige qu'il est. Ce qui est une pensée d'ailleurs de Maître Eckhart, qui dira que ce n'est pas parce que il est que Dieu intellige, c'est parce qu'il intellige qu'il est. C'est ici la nuance importante. Car l'intellect s'intellige comme intellection de soi pour Descartes, comme de l'être qu'il est en tant que pensée. Or, l'intellect s'intellige comme intellection de l'être, de ce qui est réellement pour Thomas d'Aquin et pour l'aristotélisme en général. Intelliger consiste, comme le mot l'indique, intus legere. Intelliger consiste à lire à l'intérieur des choses qui se présentent au sens, à la sensation, du dehors. Intelliger est donc un acte intentionnel qui va chercher dans la réalité ce qui la rend intelligible, une intelligibilité qui est inhérente à la substance réelle, parce que cette substance est composée illémorphiquement de forme et de matière, d'une forme qui est dans la chose et non dans l'intellect. Donc intelliger est un acte intentionnel. Or, il ne saurait en être ainsi, comme nous le verrons plus amplement, pour une philosophie qui confond la pensée avec tout ce qui est en tant que pensée, justement, pour laquelle l'intellect est retour sur soi. Avant d'être dans l'intellect, pour Thomas, l'être est dans la réalité. L'essai in intellectu est précédé par l'essai in re. Alors que, comme dira Leibniz plus tard,
dans l'intellect, on dit que ce qui est dans l'intellect, tout ce qui est dans l'intellect, dit Thomas d'Aquin, tout ce qui est dans l'intellect est passé par les sens. Ouais. Dans la foulée de Descartes, Leibniz dira, même s'il s'oppose à Descartes, dans l'intellect, il y a d'abord l'intellect. Tout ce qui est dans l'intellect n'est pas passé d'abord par les sens. L'intellect est là avant. Ainsi, tout ce que l'intellect intellige, pour une philosophie de l'être, n'est pas contenu dans l'intellect. Ce qui est intelligible se trouve dans la réalité, dans l'essai in re. Un exemple est assez suggestif ici, c'est la couleur rouge de ce pull, par exemple. La couleur rouge de ce pull n'est pas dans l'œil, il est dans le pull. Ouais. La chose intelligée, donc, est intelligée en tant que chose. Et si la chose intelligée est intelligé par l'intellect, ce qui est intelligé grâce à la forme qui est contenue dans la substance dont elle est constitutive, et non grâce à une forme, c'est-à-dire à un concept ou une représentation que l'intellect lui-même produit indépendamment de la chose appréhendée par les sens. Et que dans ce cas, évidemment, n'est pas appréhendée par les sens, justement, cette chose, n'est-ce pas, puisque la connaissance est a priori, elle ne part pas comme en géométrie, qui est l'idéal du savoir, de la réalité sensible. C'est une construction de l'esprit. Bon, on y reviendra, on l'a déjà vu. La certitude, donc, recherchée par Descartes, résulte du doute surmonté. Elle se fonde sur le sujet pensant, dès lors que le cogito exprime l'accord formel de la pensée avec elle-même, et non l'accord de l'intelligence avec le réel. Elle est liée à la subjectivité transcendantale, au sens kantien d'a priori. Transcendantal ici doit être dans ce sens, d'a priori. Puisque le savoir ne dépend pas de l'objet, comme on l'a vu, enfin, quand on a étudié le discours de la méthode, le premier objet de la pensée est le sujet, c'est-à-dire le moi. Donc il faut se pencher sur ce sujet. La vérité, nous l'avons vu, donc, ne se définit plus comme l'accord de l'intelligence avec la chose, l'adequatio rei et intellectus. La chose en soi demeure inconnaissable, inaccessible à l'intellect. L'intellection n'est plus l'intellection de ce qui est en tant qu'il est, de l'être de l'étant en tant qu'être, mais de l'être de ce qui est en tant qu'il est pensé, pensable, connaissable, cogitabile. Il s'ensuit que ce que l'on connaît est le concept ou la représentation de ce qui est, non la chose à laquelle le concept ou la représentation devrait renvoyer. Ainsi, toute la connaissance repose sur l'architecture conceptuelle ou la logique interne d'un système. Les concepts renvoient au concept. Et Descartes, dans le fond, va se rattacher au nominalisme d'Occam. Les mots renvoient aux mots, comme autant de signes qui ne renvoient pas aux choses, qui demeurent, elles, ces choses inconnaissables, en soi innommables. Les choses, c'est innommable, dira Sartre. La philosophie de la connaissance se transforme, est appelé, et va se transformer effectivement, comme on le verra au XXe siècle, en une philosophie du langage. Quand Ferdinand de Saussure
définira le langage comme un système de signes. L'exercice de la pensée se ramènera à la pratique d'une traduction d'un système de signes dans un autre système de signes, puisque les signes sont arbitraires, la signification est arbitraire, elle n'est pas rattachée à la réalité. Penser signifie désormais traduire, c'est-à-dire déconstruire un système de signes pour en reconstruire un autre. Philosopher consiste à produire des concepts comme autant de signes dont la combinaison engendrera un sens nouveau, fluctuant, en fonction des conditionnements socio-économico-culturels soumis au changement. Donc, il n'y a plus de sens, de signification définitive attachée à une chose en tant qu'elle est. Ainsi, il n'est plus seulement question de choses à connaître, mais également du sujet, et surtout du sujet connaissant. Sans sujet et sans objet, la connaissance ne repose sur aucune certitude. Et ça deviendra une connaissance incertaine, comme ce sera l'objet d'un colloque que nous avons organisé à Nice, justement, sur ce thème. Connaissance incertaine, puisque justement, il n'y a plus de sujet ni d'objet. Après que Descartes ait considéré que l'objet n'est plus ce qui détermine et spécifie un savoir, après que Descartes ait dit que ce qui spécifie un savoir, c'est le sujet connaissant, arrive au XXe siècle une philosophie dont l'origine est à chercher dans la phénoménologie, dans Heidegger. Il n'y a plus de sujet ni d'objet. Et donc nous sommes suspendus dans l'incertain. La connaissance est devenue incertaine. S'il y a une connaissance, c'est l'incertitude d'ailleurs qui domine. Il s'agit désormais de savoir qu'on ne sait pas. On retrouve l'idée de la docte ignorance de Nicolas de Cuse. Tout part donc, pour moi, de ma pensée. Ma réalité la plus certaine et la plus immédiate consiste dans cette conscience de la réalité que je suis, c'est-à-dire une pensée pure. Je suis une pensée pure. La certitude que je suis l'objet de ma propre pensée étant mise au jour, il apparaît qu'elle n'est pas une connaissance comme les autres. L'affirmation « je suis, j'existe » est une certitude. Elle repose sur l'être du sujet, pensant, en tant que pensant. Mais une nouvelle question surgit. Est-ce bien moi qui intellige? Qui intellige? Je suis. Mais qui suis-je? Le moi ici apparaît non pas comme un phénomène psychologique qui se sent conscient de lui-même en pensant. Non, le moi ici s'affirme comme une chose pensante, une res cogitans, une substance, dit Descartes, dont toute l'essence ou la nature n'est que de pensée. Et ici, la notion de substance n'a rien à voir avec l'ousia aristotélicienne, la substance telle que l'entend Aristote, on le verra. Savoir et conscience ne sont pas exactement la même chose. Je sais que j'existe, mais je ne sais pas qui je suis. Je sais seulement que je pense, c'est-à-dire que je doute, que je sens, que je veux, etc. Je suis donc une chose qui pense, une res cogitans, c'est-à-dire une réalité pensante, une substance. C'est une notion, la notion de substance qui sera introduite par Descartes, qui est introduite par Descartes dans ses principes de la philosophie. Descartes, en affirmant la primauté du « je pense », quand il dit que toutes nos connaissances dépendent du sujet pensant et que celui-ci procède de la même manière dans toutes les sciences, annonce
la révolution copernicienne que Kant mènera à son terme. Hein. Il voit dans cette chose qui pense, la res cogitans, le sujet, donc, pensant, tout ce qu'elle est, et rien d'autre. Hein. Elle se suffit à elle-même, cette res cogitans, cette substance. Hein. Or, se suffire à soi-même, telle est bien la définition de la substance. Et la deuxième méditation métaphysique montre clairement que le « je pense » est un être substantiel. Je pense, cela veut dire je suis, nous l'avons vu. Mais cela veut dire, plus précisément encore, je suis un être substantiel, une substance, une chose, une res cogitans. Le mot res ici, c'est-à-dire chose, est pris dans le sens de substance. Et dans le discours de la méthode, il affirme « Je connus que j'étais une substance. Je pense, j'existe, je suis une substance. » Vous vous souvenez que, donc, il n'y a plus de distinction entre la pensée et l'être. Ici, la pensée et la substance. Mais il faut voir quel est le sens que Descartes donne à l'idée de substance. Dans les principes que je viens de citer, il en donne la définition suivante. Par substance, nous ne pouvons entendre rien d'autre que la chose qui existe, de telle sorte qu'elle n'ait besoin de rien d'autre pour exister. Et il applique cette autosuffisance, si l'on veut, de la substance à la pensée. La substance, Lucia pour Aristote, est ce qui n'est qu'en soi, en soi. Et la substance se distingue de l'accident qui est dans un autre. La substance est en soi, l'accident est dans la substance. Ici, la substance s'identifie avec la pensée qui est tout. En toute rigueur, cette définition ne peut s'appliquer qu'à Dieu, en tant que Dieu est la substance autosuffisante en tant qu'être, esse per se subsistens. Mais la substance telle que l'entend Descartes aura des conséquences importantes, puisque elle a un sens. Elle est prise dans un sens univoque, en quelque sorte. Elle ne s'applique qu'à Dieu, et cette substance ne peut être qu'unique en tant que Dieu, et Spinoza s'en souviendra, il va développer toute sa philosophie sur l'idée sur la conception de la substance ainsi entendue. On verra cela. Donc cela suppose que la notion de substance s'applique univoquement à Dieu et aux créatures. De fait, Descartes l'applique à toute substance, car il hérite précisément de cette conception univoque de l'être donnée par Duns Scott. L'être que Descartes connaît intuitivement en tant que cogito est un être substantiel qui est tout ce qu'il pense, à savoir le je. C'est moi qui pense. Cogito ergo sum. Le cogito ergo sum affirme le caractère inséparable de la pensée et de l'être et du sujet pensant. Donc il est à noter que pour Descartes, c'est par ces actes que l'on reconnaît la nature de la substance. Et non pas donc en tant qu'être, en tant qu'acte d'être même, la substance n'a rien à voir avec l'acte d'être, parce que la substance est un acte en tant qu'acte de pensée. Ce qui constitue la substance est l'acte de s'affirmer soi-même au sens de l'acte de se penser comme pensant. Ici encore, la doctrine cuséenne de l'unité qui s'égale à soi et qui revient sur soi. Donc l'un, pour Nicolas de Cuse, ne s'intellige lui-même que par le retour sur soi, comme retour sur soi. Il est un acte de s'intelliger en ce sens, un acte de s'égaler à soi. C'est un acte pur même, mais ce n'est pas l'acte d'être. C'est un acte de s'intelliger sans sortir de soi, on l'a vu, restant égal à lui-même en tant qu'acte pur. En tant qu'acte, simplement acte. C'est un acte. C'est l'acte de s'intelliger sans sortir de soi. Et nous verrons que pour Spinoza, la substance, unique et une, conçue comme pure immanence,
n'est pas sans similitude avec cette conception de l'unité, qui s'affirme sans cesser d'être une. C'est pourquoi l'un n'est un que s'il n'est pas. Le moi apparaît donc ici comme cette substance pensante qui se pense, comme une âme. Et le terme âme, anima, psyché, est d'origine aristotélicienne. Et encore une fois, Descartes ici se détache du sens aristotélicien de l'âme. L'âme, selon Descartes, n'a pas le même sens que l'âme selon Aristote, car le terme âme pour Aristote signifie le principe de vie qui anime un corps organisé, conformément à sa conception illémorphique où il n'y a pas de corps sans âme, d'âme sans corps, c'est-à-dire de matière sans forme, de forme sans matière. Or, pour Descartes, le moi se révèle dans le cogito, mais il ne se révèle pas comme le principe de vie d'un corps, puisqu'il se révèle comme étant un esprit pur, une pensée qui se pense. Tiens, c'est moi ou mon esprit, écrit-il dans les méditations. L'âme est donc une substance spirituelle indépendante du corps. D'ailleurs, au stade où on en est, on ne sait pas encore s'il existe des corps. On est certain que de l'existence de l'esprit, on est certain que d'une chose, de l'existence de l'esprit, du cogito, du je pense comme substance. Il suit de cette remarque que ce cogito que je suis substantiellement est pur esprit, immatériel. Je ne peux donc affirmer que je suis un animal rationnel comme Aristote, puisque l'animalité, c'est ce qui correspond à la corporéité, si l'on veut. Car je ne sais pas si je suis, je ne sais pas à ce stade si j'ai un corps et ce qu'est un animal. Donc l'esprit est le premier connu, le plus évident, le plus certain. Cognitu prior, evidentior et certior. Donc, comme vous voyez, la pensée de Descartes se déploie avec une logique implacable et qui, cependant, posera des questions que nous soulèverons. Alors, nous allons en rester ici aujourd'hui et je suis donc disposé à répondre à vos questions.